Donc c'est une activité qui s'inscrit tout d'abord par rapport à la journée internationale de la femme. Le deuxième objectif, c'est par rapport aussi à tout ce qui se passe au niveau c'est-à-dire en Tunisie. C'est une façon à nous de rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes et à tous ces enfants qui résistent. Il y a les deux conférences qui vont débuter à Saatin, à Medraba. Donc la première, c'est Khadija Sherif, qui est connue dans le combat des femmes à travers le monde, spécialisée dans le droit de la femme, le droit de l'homme, et en même temps elle a milité dans plusieurs associations victimes d'un système théocratique, d'un système c'est-à-dire intégriste. Voilà, il y a aussi Wassila Tamzali de Bijaya, une femme aussi qui a milité pour la liberté de la femme, la liberté de l'homme d'une manière générale, et la démocratie. Tamzali et Madame Khadija Sherif, donc ils vont donner le coup d'envoi du match MOB-CRB. L'action s'inscrit donc justement dans cette optique de solidarité et de soutien pour un peuple qui est notre peuple frère. Voilà. Messieurs, dames, bonjour. Donc, au nom de l'association Le Bruit des mots, du comité des fêtes de la ville de Béjaïa, du théâtre régional de Béjaïa et de monsieur Mejdoub Mohamed, je tiens à dire à tout le monde, donc soyez les bienvenus d'abord. Mais avant, en fait, je commence à parler avec émotion. Et l'émotion me vient de ma chère Tunisie, qui a été ébranlée ces temps-ci. Et avant de commencer donc la parole, j'aimerais, au nom donc de l'attentat qui s'est passé en Tunisie et à Soma au niveau du Yémen, il y a 2 jours de ça, au nom de toutes ces victimes et surtout aussi des nôtres, je vous demande une petite minute de silence. Donc vous avez de vous-même compris qu'il s'agit ici donc d'une rencontre littéraire avec Madame Wassila Tamzali, qui n'est plus à présenter, et Madame, je dirais Madame la ministre, hein, Sherif Khadija. Et en parallèle, puisque je parle de ministre, je tiens aussi à remercier la venue de Monsieur Mohamed Bouharat, qui est ministre, qui est aussi parmi nous dans la salle. Et je cède la parole tout de suite à Madame Wassila Tamzali. Moi, je suis évidemment contente d'être ici, comme toujours, très très contente. Je voudrais remercier, comme Salah l'a fait, c'est-à-dire le bruit des mots, le comité de la ville de Béjaïa, le théâtre qui est toujours si accueillant et prêt à apporter son aide à des rencontres, à des débats d'idées. Je crois que ça c'est très important.
et évidemment Monsieur Medjoub, qui soutient ce type de rencontre et qui apporte comme membre, je crois qu'il est président du comité des fêtes de la ville de Béjaïa, son soutien à la société civile. Aujourd'hui, c'est un peu particulier pour moi d'être ici parce que j'accompagne et je présente, et je voudrais vous présenter Khadija Cherif, qui est d'abord une amie, une grande amie, et je dirais une amie et une amitié qui s'est forgée dans la lutte pour les droits de l'homme et la lutte pour les droits des femmes. Nous connaissons depuis très longtemps, nous connaissions depuis très longtemps, et notre amitié s'est renforcée et a pris un sens tout à fait particulier quand nous avons commencé à lutter pour les droits des femmes. Elle, en Tunisie, d'abord au sein de la Ligue des droits de l'homme, et comme vous le savez, la Ligue des droits de l'homme tunisienne est la première ligue qui a été ouverte dans un pays du sud de la Méditerranée, donc c'est très important. Et Khadija, en tant que membre fondatrice de la Ligue des droits de l'homme de Tunis, a été l'initiatrice du groupe, d'abord sur les femmes, de la commission des femmes, et de cette commission des femmes est née ensuite une association, l'association tunisienne des femmes démocrates, qui a été depuis maintenant plus de 20 ans, le pilier de la lutte des femmes en Tunisie, le pilier de la résistance un des piliers de la résistance contre la dictature de Ben Ali, et une association dont les membres et les présidentes ont été exposés à des brimades, à des discriminations, à des emprisonnements, etc. Avec la révolution, mais la révolution tunisienne, dont Khadija va vous parler bien évidemment, il s'est passé un événement tout à fait récent, politique, qui est important à souligner parce qu'il est emblématique et très éclairant du discours et du débat que nous aimerions conduire ici avec vous aujourd'hui. Khadija a été nommée ministre des droits des femmes et de la famille, et elle a été l'objet des tractations entre les islamistes les plus purs et un gouvernement, disons, mou, d'une certaine manière, qui l'a sacrifié, disons, à la paix civile, si on peut dire des choses comme ça. Mais elle en parlera en détail, et ça sera sans doute l'axe de notre discussion ici. Quelle est la place des femmes aujourd'hui dans le processus démocratique? En Tunisie, c'est facile à dire parce que ça commence à se mettre en place. En Algérie, c'est un peu plus difficile parce que les premiers pas n'ont pas encore été faits, mais on essaiera aussi d'aborder la question du côté algérien et dans les autres pays arabes. En Égypte, on peut dire des choses aussi sur cette question de la place des femmes en tant que citoyens, je dirais, citoyens en tant que citoyens, et la place de la question des femmes, c'est-à-dire la question, je dirais, n'ayons pas peur des mots, la place du féminisme aujourd'hui dans les révolutions arabes. Et je pense qu'il faut avoir en tête ce mot parce qu'il est clair et il nous permet de distinguer avec les pseudo-discours sur les femmes, sur le bonheur des femmes, la complémentarité pour les femmes, etc., qu'on entend ici et là, et qui sont en réalité une manière de échapper à la question fondamentale qui est la reconnaissance de l'égalité et de la liberté des femmes dans nos sociétés, qui est le point de départ de toute discussion sur les femmes. Donc, Khadija Cherif, qui est ici, qui est, je complète aussi, sociologue, qui a été professeur d'université, qui a enseigné à l'université, à l'école d'architecture en Tunisie, qui a été secrétaire général, qui est toujours secrétaire général de la Ligue internationale, la fédération
FIDH, Fédération des Ligues internationales des droits de l'homme. On a tellement l'habitude de dire FIDH, donc une femme importante, une femme de pouvoir, on peut dire, par rapport à la société civile, parce que la société civile a un vrai pouvoir, une femme de pouvoir, et qui a un rôle au niveau international, et qui a eu l'extrême gentillesse de venir ici, qui ne le regrette pas malgré le fait qu'elle est malade, d'une certaine manière, puisqu'elle a une grosse grippe, donc elle n'arrive pas à se défaire, mais on va lui donner le temps de la parole. Je dois vous dire que nous devons absolument terminer à 4h30, parce que nous sommes 4 heures. à 4h. 4 heures, parce que nous sommes convoqués au match du MOB. Alors je vais tout de suite donner la parole à Khadija, n'est-ce pas Khadija? Tu vas essayer de nous éclairer par ton expérience et par tes réflexions sur la place des femmes en tant qu'acteurs citoyens et la place du féminisme dans les révolutions arabes aujourd'hui, celles qui existent et celles qui essayent d'exister. Voilà. Merci beaucoup Wassila. Je suis sincèrement très émue d'être là et très contente. Et je remercie les organisateurs et bien sûr mon amie Wassila. Je rougis par rapport à tout ce qu'elle raconte. C'est trop. Hein? C'est une vraie amitié, c'est vrai, mais c'est une amitié qui s'est forgée dans le combat aussi. C'est une double amitié. C'est une amitié affective, mais c'est une amitié aussi qui s'est construite à travers le militantisme et le partage des valeurs et du combat que nous avons mené pour la cause des femmes. Je pense que ce qui est important à dire, c'est vrai qu'on a toujours parlé en Tunisie, un peu à travers le monde, on présente la Tunisie comme une exception. Et tout le processus qu'a connu la Tunisie, déjà depuis Bourguiba jusqu'à ce jour, fait partie de cette exception. J'avoue que je suis dans l'interrogation, je ne devrais pas le dire aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer chez nous, qui ressemble malheureusement à tout ce qu'on est en train de voir un peu partout, cette violence, ce rejet, cette terreur qu'on essaye d'instaurer pour faire peur et pour ne pas arriver au processus dans lequel on est inscrit depuis la Révolution. La question des femmes, pour moi, elle est centrale. Je pense que j'enfonce des portes ouvertes quand on dit, et on l'a toujours dit, si on veut construire une société moderne, si on veut construire l'État moderne, si on veut aller vers la démocratie, le statut des femmes est quelque chose de fondamental. Et ça, c'est l'enjeu. Et je pense que l'expérience tunisienne a montré combien c'était un enjeu énorme, même auprès des démocrates. Et je vais essayer de rappeler des choses que vous avez certainement suivies. La révolution a commencé, c'est vrai, le 19 décembre jusqu'au 14 janvier. La rue était occupée par la population, mais on a vu combien les femmes étaient présentes et combien la mixité était importante. Dans les régions les plus reculées, y compris à Kasserine où les terroristes sévissent réellement aujourd'hui. Donc ça, c'est le résultat aussi de tout un processus qui a existé depuis l'indépendance. Comme vous le savez, le Code du statut personnel a été promulgué en 1956, avant la Constitution. Et j'ai beaucoup d'amis, dont l'un que je vais citer parce qu'il l'a écrit plusieurs fois, Ayad Ben Achour, disait « Notre vraie Constitution, c'était le Code du statut personnel ». Sauf que ce Code du statut personnel, quand même, jusqu'à ce jour, comporte des discriminations. Et tout notre combat en tant que féministe, c'était de lutter pour faire avancer la cause des femmes, non pas qu'elle nous soit donnée, comme l'a fait Bourguiba, ce qui est positif, je ne peux pas le nier, parce que la loi, et aussi moi je suis sociologue et je considère que la loi est un moteur de changement, peut être un moteur de changement, mais quand elle est appropriée par la population et qu'on avance ensemble, qu'elle ne soit pas une loi qui ne soit pas mise en pratique. Sauf que pendant toutes ces années-là, et je vais passer très vite, c'est que les femmes étaient exclues de la décision. C'était les pouvoirs, que ce soit Bourguiba ou Ben Ali, qui décidaient pour les femmes, même si
on faisait avancer un petit peu le code et qu'on l'améliorait. Mais nous, en tant que femmes, on a été obligés, comme l'a dit Wassila, de nous organiser en dehors, dans la société civile, mais nous étions quand même persécutés, harassés, violentés, emprisonnés, des campagnes contre nous parce que nous n'étions pas dans la ligne. Et pourquoi nous n'étions pas dans la ligne? Nous n'étions pas dans la ligne parce que nous considérions, en tant que femmes féministes, que la question des femmes était liée principalement à la liberté et à la démocratie. Comment faire parvenir notre message, faire avancer la question des femmes quand on est sous une dictature et que des choses nous sont imposées. La deuxième chose, et je dois le dire, c'est que nous avons toujours milité pour séparer la question politique de la question religieuse. Que pour nous, avancer ne pouvait pas se faire. C'est notre point de vue. On peut nous critiquer. Mais que nous ne pouvions pas réellement avancer si on allait se mettre à l'intérieur du corpus. Non pas qu'on soit contre la religion, mais que la religion soit une affaire privée et que nous avancions avec les lois positives et la démocratie pour faire parvenir, pour arriver à la citoyenneté dont elle parlait. Et les femmes, pendant tout ce temps-là, depuis, se sont distinguées au niveau de la résistance pour faire avancer la démocratie et pour arriver à la révolution. C'est pour ça qu'elles ont joué un rôle déterminant. Je fais vite, peut-être qu'après, dans la discussion, on pourra développer. La vraie révolution a commencé en 2008, dans le bassin minier. Sachez une chose, les femmes ont occupé la rue pendant 6 mois pour soutenir les hommes, les ouvriers des mines qui avaient leurs droits violés. Donc, les sœurs, les femmes, les mères, c'est elles qui ont résisté. Et pendant 6 mois, on a tué ce mouvement. On ne voulait pas en parler pour, justement, ne pas faire savoir ce que faisaient les femmes. Et ça, c'était dans le sud tunisien. Donc, c'est vous dire combien c'est important. Et cela, c'est soldé après quelques années à la Révolution. Et je reviens à mon point de départ, c'est que les femmes étaient très présentes à ce moment-là. Elles ont été très présentes, mais au lendemain du 14 janvier, au lendemain, je dis bien au lendemain du 14 janvier, ce qui a commencé à se passer, c'est que les campagnes contre les femmes, et principalement contre les féministes, ont commencé d'abord sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez un petit peu la difficulté et l'enjeu. Donc tout de suite, l'enjeu était là, il était posé. Quelle société pour la Deuxième République, après la Révolution, et quelle place pour les femmes? Eh bien, les réseaux sociaux, vous devinez de qui? Des islamistes, du parti NAD et des partis salafistes ont commencé à faire une campagne très violente. Et ça s'est poursuivi jusqu'aux élections. Donc, mais ce qui est important à soulever, et vous l'avez certainement aussi suivi, c'est que les femmes n'ont pas baissé les bras, les femmes étaient présentes dans tous les combats, et elles l'ont été de façon déterminante, et je mesure mes mots, elles l'ont été de façon déterminante dans tout ce qui s'est construit dans le processus démocratique. D'abord, dans ce qu'on a appelé la haute instance pour la sauvegarde de la Révolution. Personnellement, j'en ai fait partie. C'est les femmes à l'intérieur de cette instance, soutenues par les femmes à l'extérieur de cette instance, qui sommes arrivées à inscrire dans la loi électorale la parité. Et c'était un début de révolution. Et le combat contre les islamistes et contre leurs projets de société, par la résistance, par la dénonciation, en soulevant les vrais problèmes et pourquoi et qu'est-ce qu'on voulait faire de cette société, les femmes étaient présentes pour se défendre. Et là, c'était un élément extrêmement important. Le deuxième élément, et le paradoxe, c'est que grâce aux féministes, les femmes islamistes se sont trouvées majoritaires dans le Parlement.
dans ce qu'on a appelé l'Assemblée constituante. Et sauf que dans cette Assemblée, les femmes elles-mêmes, la présidente de la Commission des libertés, qui devait proposer certains articles pour inscrire l'égalité dans les textes, a proposé la complémentarité. Donc, vous voyez le paradoxe, c'est le combat des féministes qui amène les femmes islamistes au pouvoir, mais c'est les femmes islamistes qui ont une parcelle de pouvoir qui militent contre. Mais là aussi, les forces démocratiques, et les femmes en premier, ont joué un rôle déterminant dans la remise en cause du projet de la Constitution tel qu'il a été présenté, et tout ce qui a été réécrit, parce qu'il y a eu un premier projet du 1er juin de 2013 qui a été remis en cause jusqu'au projet de 2004, janvier 2014. Il est vrai qu'entre-temps, et là aussi c'est un long processus, c'est que nous avons eu la Troïka au pouvoir, c'est qu'on a eu la sympathie des gens du pouvoir aux extrémistes, c'est qu'on a vu des questions qui ne se sont jamais posées au niveau de la société tunisienne, c'est-à-dire le retour à la polygamie, le mariage urf, le mariage coutumier. Il y a eu même un projet de loi qui a été présenté à l'ANC pour inscrire, pour revenir sur ça. Troisièmement, bien sûr, l'application de la charia. Quatrièmement, l'excision des femmes. Cinquièmement, tout ça a été en débat. Cinquièmement, l'invitation des prédicateurs les plus rétrogrades qui existent dans la région ont été reçus et invités par le pouvoir. Et tout cela, si ce n'était la réalité, la rue, mais en premier les femmes, leur mobilisation, et les forces démocratiques convaincues, mais on va voir, je vais terminer sur le dernier chapitre, jusqu'où sont-elles, ces forces démocratiques, sont-elles convaincues du rôle des femmes dans nos sociétés? Eh bien, il y a eu tout ce changement, accompagné bien sûr, comme vous le savez, de la naissance du terrorisme, parce qu'il y a eu un encouragement et une sympathie. Et troisièmement, il y a eu les choses les plus terribles, donc les assassinats politiques. Et chaque fois et à chaque moment, les femmes étaient très présentes et déterminées. Et je pense que si les islamistes ont reculé, ont consenti à la révision de la Constitution et a quitté le pouvoir, c'est en partie, je ne dis pas que c'est seul, en partie aussi grâce à la mobilisation de la société civile tunisienne et des femmes qui étaient très présentes. C'est ce qui fait que nous en sommes arrivés là. Donc, quand on est arrivé à la nouvelle Constitution, on doit reconnaître, et on peut en débattre tout à l'heure, peut-être, si ça vous intéresse, il y a eu une amélioration. Comme dans toutes les constitutions, il y a des généralités, il y a des zones d'ombre, il y a des possibilités d'interprétation, mais on ne peut pas nier qu'il y a l'inscription de l'égalité entre citoyens et citoyennes, qu'il y a l'inscription à la parité, qu'il y a l'inscription aux mêmes droits, etc. Donc, tout cela est quelque chose de positif. Mais l'échec de ce qu'a fait la Troïka a été quelque chose de déterminant pour cette mobilisation. Et les islamistes eux-mêmes ont compris qu'ils ne pouvaient pas arriver à imposer leur modèle sans compter avec la société civile et sans compter avec les femmes. D'où, selon moi, le recul et les concessions qu'ils ont été obligés de faire. Ce que j'ai oublié de dire, qui est très très important, c'est qu'ils ont autorisé la mise en place de jardins d'enfants salafistes où on séparait les filles des garçons et on voilait les filles à l'âge de 4 et 5 ans. Alors, on peut aussi parler du voile, parce que c'est une question qui se pose. Mais quand on dit liberté individuelle, personnellement, je respecte les femmes qui choisissent de porter le voile librement. Encore faut-il en débattre et faire les analyses jusqu'où elles sont libres de le porter. Mais alors là, expliquez-moi comment un enfant de 4 ans a la liberté et le choix de le faire.
Donc ça, c'est un vrai problème. Et j'aboutis donc aux élections, parce que tout ce bilan rapide que je vous fais, où les femmes ont joué un rôle déterminant, a fait qu'on est arrivé à la deuxième étape où réellement on allait passer à un régime stable, à des élections de gens qui vont être élus pour 3 ans, qu'on allait dépasser, si l'on peut dire, la période de transition, même si elle est en transition. C'est vrai qu'on n'a pas de tradition démocratique, on est en train aussi d'expérimenter ce qu'on est en train de faire et d'apprendre ensemble. Sauf que, une fois, il y a eu ce qu'on a appelé le vote utile, pour une raison. C'est vrai que le président actuel a une expérience exceptionnelle en politique, qu'il a une facilité de tribun exceptionnelle, que c'est un homme moderne, il n'y a pas l'ombre d'un doute, que son parti était supposé être un parti moderne. Et donc, devant l'effritement des forces démocratiques, c'est long à expliquer, il y a eu un choix pour faire barrage aux islamistes de voter pour ce parti. Et les résultats ont fait que ce parti a été le premier, et il a été démontré par des études que 1 million de femmes sur 1,8 million ont voté pour ce parti et pour le président de la République. Et c'est comme ça, et c'est là où je vais terminer, le premier gouvernement qui a été mis en place a voulu, peut-être, bon, ça c'est une grande question, il y a plusieurs interrogations, répondre à ce soutien. Et le fait de choisir une femme féministe, je tiens à dire que réellement, c'est pas, sans modestie, ce n'est pas ma personne qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est le projet, et c'est le statut des femmes, et c'est le message qu'on voulait, parce que c'est un enjeu essentiel. C'est le choix qu'il fallait faire à ce moment-là, après tout cet historique de 4 ans. Donc choisir une femme féministe à la tête d'un ministère, et d'en faire un ministère alors que ce n'était qu'un secrétariat d'État, c'était quand même quelque chose de très positif. C'est ce qui a fait que, en tant qu'appartenant à la société civile, n'ayant jamais appartenu à un parti politique, il y a eu une grande hésitation à accepter. Mais poussé par les amis, poussé par les féministes, poussé par les démocrates, il fallait, si vous voulez, accepter pour pouvoir avancer réellement et rassurer. Or, comme l'a dit Wassila, ça n'a duré qu'une petite semaine. Parce que dès que mon nom a commencé à circuler, avant qu'il n'y ait qui ne soit officiel, donc 15 jours avant, les campagnes de dénigrement, des campagnes diffamatoires, des campagnes mensongères ont commencé. Et on va voir ce qui va advenir. C'est-à-dire qu'au départ, ce gouvernement n'était pas composé d'islamistes, que les islamistes devaient être dans l'opposition et constituer un gouvernement cohérent pour avancer, où la place des femmes serait un élément déterminant, et je pense que c'est central, et je pense que c'est l'enjeu. Or, les pressions, les inquiétudes, les marchandages, les égos, les calculs politiciens ont fait que les premières sacrifiées, c'est les femmes. Symboliquement, c'était moi, mais il y avait une autre femme aussi qui était secrétaire d'État dans le gouvernement précédent de la question des femmes, qui a été aussi limogée. Et donc, c'est vous dire combien, en réalité, encore dans nos pays, la question des femmes n'est pas tranchée, et malgré l'exception tunisienne, entre guillemets, nous n'en sommes pas encore au bout de notre combat et au bout du chemin pour avancer. Et ce qui se passe, si vous voulez, ces jours-ci, j'avoue que je suis dans une période de souffrance et je suis déstabilisée parce que je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Maintenant, qui est derrière ça? On ne doit pas oublier que ces gens-là, c'est vrai qu'ils ont toujours existé, que le terrorisme était là aussi sous Ben Ali. Sauf que pendant 3 ans, il a été permis, il a été soutenu, il a eu la sympathie, il a eu la liberté
Quand on disait qu'il y avait des camps d'entraînement dans les montagnes, le ministre de l'Intérieur nous répondait, enfin, on nous le disait. Et quand la réponse du ministère de l'Intérieur, c'était ils font du sport, les gens dénigrent et c'est faux. Voilà. Jusque-là, vous voyez les difficultés pour avancer. Mais il faut qu'on soit toujours ensemble, solidaires, parce que ce qui se passe dans la région ressemble, que ce soit en Algérie ou en Égypte ou au Maroc. Il y a aussi des femmes qui s'organisent, les femmes qui résistent, les femmes qui se battent. Et je pense que cette solidarité peut nous faire avancer et on ne doit pas baisser les bras malgré les difficultés et les défis. Et les défis sont grands et je vous remercie. Mais Khadija, tu n'as pas fini pour autant. Hein. parce qu'au fond, je trouve que c'est très intéressant maintenant d'avoir un débat avec ce que tu as dit par rapport. Alors évidemment, moi je te pose des questions par rapport à moi, c'est-à-dire par rapport à la situation où je suis et les questions qui ne cessent de s'imposer à moi depuis le début de la Révolution. Je ne dirais pas, puisque tu n'aimes pas le terme exception tunisienne, je reviendrai sur la singularité tunisienne. Voilà, si tu préfères ce mot singulier. La singularité tunisienne par rapport évidemment à l'Égypte, on a vu comment l'Égypte a terminé sa tentative révolutionnaire par une contre-révolution brutale et qui s'est passée en 2 temps d'ailleurs. Hein. On a d'abord envoyé les islamistes aux urnes pour après justifier l'arrivée des militaires et les violences qui s'en sont suivies. Hein. On connaît, on a payé, on est bien placé pour comprendre le processus. Mais on va essayer d'aborder des questions qui sont plus complexes et c'est vraiment quand je t'interroge, je me pose moi aussi des questions, donc on va essayer de sortir des lieux communs. Et par exemple, la singularité tunisienne m'intéresse parce que, comme tu l'as dit si bien, dès le lendemain de la Révolution, les islamistes qui n'avaient jamais fait quelque chose pour cette révolution, qu'on ne trouve pas dans le tissu de la revendication révolutionnaire. Hein. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est une revendication différente, hein, on l'a bien montré. Les islamistes, dès que la révolution est là, ils sortent de leur cachette et ils rentrent de l'exil, hein, parce qu'on les fait rentrer tout de suite de l'exil. Et après 1 ou 2 semaines, si je me souviens bien, où ils se tiennent un petit peu à carreau, où ils font semblant d'être gentils et d'être faibles, hein, quand on interroge, quand Ghanouchi arrive, il dit « Nous, on ne veut pas prendre le pouvoir, on veut présenter personne hein, », c'était son discours, qui a tout de suite été, moi j'en ai parlé avec toi, tu te souviens, quand un journaliste lui dit « Mais alors, vous n'appliquez plus la charia ?» Et il répond quoi? « Mais si j'applique pas la charia, je ne suis pas islamiste. » Et bien sûr, bien évidemment, mais comme on a appris ensuite, parce qu'on a trouvé, ça a été diffusé sur les réseaux, quand il s'est rencontré avec les salafistes, parce que lui n'est pas vraiment salafiste, et qu'il leur a dit, prenez patience d'abord, il faut qu'on transforme cette société, et c'est pour ça qu'on ouvre d'ailleurs des écoles en mettant des petites filles voilées dans les écoles de 4 ans, à 4 ans, donc il y a toute une campagne, donc voilà. Malgré ça, la société tunisienne a réagi avec vigueur, se mobilisant pour un mot, ce qui est quand même formidable de vitalité. Quand on veut remplacer le mot égalité par le mot complémentarité, c'est la rue qui descend et qui dit non. La rue où il y a des hommes, où il y a des femmes et des femmes voilées. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que c'est une société civile diversifiée, complexe de hommes et femmes qui descendent dans la rue pour protéger ce que Riyad Ben Achour appelle la constitution du pays, qui sont les lois qui ont été posées en 1956 par le code du statut personnel, par Bourguiba, qui a octroyé au peuple tunisien ce travail, bien que
On oublie qu'avant lui, il y a eu des prises de position, des mouvements. Je pense à Tahaddad, par exemple. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais comme elles ont été faites en Algérie aussi. C'est-à-dire que ces pays-là, dans les années 20, les années 30, les années 40, les années 50, que ce soit chez nous, en Tunisie, en Égypte, au Maroc, il y a des femmes déjà qui commencent, et des hommes qui commencent déjà à poser la question des femmes. Mais il n'y a que Bourguiba qui va avoir le courage de faire adopter, par le Bey d'ailleurs, qui signe le code du statut, avant la constitution tunisienne, avant la déclaration de la République, il fait adopter le code du statut personnel, qui va devenir la pierre de touche de cette société. Et c'est là où je veux discuter avec toi, et c'est sur ça que je veux discuter avec toi. Parce que, dans notre combat féministe, une de nos plus grandes difficultés était de mobiliser les femmes, et même les hommes, autour de nos actions. Nous étions, malgré tout, assez isolés, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, etc. Et pourtant, ce qui apparaît dans cette réaction de la société civile, c'est qu'elle semble prendre conscience tout d'un coup, alors que jusqu'à présent on ne pouvait pas mobiliser les femmes parce qu'elles s'en foutaient un peu de la loi, c'était normal, il n'y avait pas une mobilisation autour de la loi, il n'y avait pas une prise de conscience de la discrimination. Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir mobiliser les hommes ou les femmes d'ailleurs, s'il n'y a pas une prise de conscience de la discrimination, il n'y a pas de mobilisation possible. Quand j'étais à l'UNESCO, on me disait toujours « Quelles sont les femmes pour vous les plus discriminées ?» Je disais « C'est les femmes suédoises. » Parce que les femmes suédoises, elles ont une conscience aiguë de la liberté et que dans le statut où elles se trouvent aujourd'hui, eh bien, elles se sentent discriminées. Combien de femmes qu'on a entendues représentant les pays arabes, ou même l'Union des femmes algériennes, par exemple, qui ont toujours défendu le statut des femmes sans dire qu'elles étaient discriminées, n'est-ce pas? Donc la prise de conscience est très importante. Et pendant notre long combat avec le collectif Maghreb Égalité, avec les conférences que nous avons menées aux Nations Unies, avec les réunions que nous avons organisées, une de nos questions était sans cesse comment mobiliser les femmes. Et la chose qui m'apparaît, et j'aimerais en discuter avec toi, c'est que on a vu en réalité que cette société civile, elle a été capable de défendre un acquis avec courage, et elle a gagné, parce que les islamistes, à chaque fois qu'ils essayaient d'avancer leur pied sur leur projet final, parce qu'ils ont un projet final, à chaque fois qu'ils essayaient d'avancer le pied, ils étaient obligés de reculer de un pied et reculer de 2 pieds, parce que la société civile était là. Alors je vais poser la question à Khadija Cherif, moi algérienne, n'est-ce pas, impliquée dans la lutte aussi, dans les mouvements, faisant face à d'énormes difficultés. Il y a ici des militants avec qui nous partageons toutes ces difficultés. Comment expliquer que cette société civile tunisienne, au fond, s'est mobilisée avec cette vigueur, pas seulement pour obtenir la révolution, parce que là, il y a le ras-le-bol qui est au départ, etc., etc., mais comment elle s'est mobilisée pour consolider les acquis de la révolution. Et je pose cette question, moi, en tant qu'Algérienne, parce que je me pose la question et je me dis, est-ce qu'en Algérie, on aurait été capable de mener ces actions de masse, parce que c'était des actions de masse. Nos amis tunisiens, l'année dernière ou l'été d'avant, ont passé tout l'été dans la rue, sur les trottoirs, tu vas nous raconter ça. Ils ont passé tout l'été, et le mois de Ramadan compris, en train de militer devant le Parlement tunisien. Et alors, moi, en tant qu'Algérienne, je me pose la question, est-ce que vous avez un secret? Est-ce que vous avez une méthode? Est-ce que vous avez une recette? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on soit si proches? Et Dieu sait que toi et moi, on est tellement proches, on se ressemble tellement. Comment on est dans 2 pays qui ont des réactions tellement différentes? Voilà. Ça, je crois que c'est une question qu'on va essayer de débattre ici avec vous.